Alors, en plus de mes vidéos sur la partie modélisation, je pensais aussi à faire des vidéos sur la partie calcul manuel, la partie fondamentale, la partie des calculs de base. Parce que franchement, l'expérience a montré que l'ingénieur dans ces jours-ci est devenu vraiment lié à un logiciel. C'est-à-dire qu'un ingénieur maintenant, il peut faire peu de choses de son logiciel. C'est-à-dire si demain il y aura un problème sur le logiciel, il bug ou je sais pas, il n'y a pas d'internet, il y a un problème de CLI, l'ingénieur il se retrouve vraiment bloqué et la majorité, je dis pas tout le monde, si son responsable il vient, bon tiens, on n'a pas d'électricité, on n'a rien, mais on doit rendre un travail demain, l'ingénieur dit mais oui, mais j'ai pas de logiciel, moi je peux pas travailler. Ça franchement, c'est à éviter. Pour moi, il est important de faire un minimum de calculs manuels. Ça permet à l'ingénieur de vérifier ses modèles, la fiabilité de son travail, de juger le travail, de justifier son travail, que ce soit par rapport à un contrôleur, que ce soit par rapport à un client. Parce qu'en faisant des contrôles, par exemple, on trouve des ingénieurs où le gars il calcule un moment, on va dire de 100, toi tu estimes que cette valeur est importante. Dès que tu lui poses la question, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais pour certains, il dit bon, ça c'est une valeur que j'ai trouvée, j'ai calculée par le logiciel, c'est un résultat du logiciel. Ça, c'est pas une réponse. L'ingénieur, il doit toujours justifier son travail, pas par rapport à ce qu'il a donné le logiciel, mais par rapport à comment il a calculé le logiciel. Je donne un exemple. Si je prends le chargement réparti, le moment il est de PL carré divisé par 8, c'est pas demain où l'ingénieur il va dire, dans sa réponse, l'ingénieur il va dire, bon tiens, le chargement il est réparti, donc pour moi la charge elle est de telle, la longueur elle est de telle, et comme moment égale à PL carré divisé par 8, donc je trouve cette valeur. Et le logiciel, qu'est-ce qu'il a fait, il a juste accéléré le calcul. Aussi, un autre point, c'est que force à force d'utiliser le logiciel, les ingénieurs sont devenus liés à des modèles bien déterminés. C'est-à-dire que demain, l'ingénieur, dès qu'on change la nature de la structure, la configuration, la géométrie, l'ingénieur, il commence à se poser des questions. Il dit, ah bon, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça avec le logiciel, c'est différent et tout ça. Et c'est un blocage. Et pour éviter ça, et pour éviter tous ces problèmes, et être un petit peu au moins efficace dans le travail, et ne pas être indépendant et aussi avoir et pouvoir travailler sur des modèles variables, il faut revenir à ce qu'on appelle les fondamentaux, la base, le calcul, comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des formules qui sont très simples, mais on ne se demande jamais d'où ils viennent ces formules, comment ils ont développé ces formules. Et si on arrive à maîtriser ces fondamentaux et garder ces notions théoriques, ça va nous permettre de développer dans notre travail. C'est-à-dire de calculer des structures qui sont pas habituelles, qui sont différentes et qui sont un petit peu complexes. Donc c'est pour cette raison que j'ai pensé à faire des vidéos sur les fondamentaux dont je sais que pas mal de gens ils le maîtrisent, mais je le fais pour les gens qui font pas attention, pour les gens qui ont des difficultés ou qui n'ont pas peut-être le temps d'aller chercher d'où vient et de lire. Moi je donne la réponse. Donc pour ce faire, la première partie, ça sera l'étude du comportement d'une poutre sous, sous un moment de flexion. On va étudier par exemple la déformation, comment elle varie la déformation dans cette section. Pour ce faire, donc on a une poutre de longueur donnée L, soumise à un moment de flexion, dont on a un repère X, Y, Z dans la ligne moyenne, dont X passe par la ligne moyenne de la poutre, ou ce qu'on appelle l'axionètre de la poutre. Cette poutre, quand elle est soumise à un moment fléchissant, elle a comme comportement pour une compression sur la partie supérieure et une traction sur la partie inférieure, dont on voit ici ce qu'on appelle la ligne rouge. Bien évidemment, ce qu'on va voir comme présentation, comme formule, c'est pour le cas des petites déformations et pour des poutres qui vérifient les critères, ce qu'on appelle critères de Bernoulli. Les critères, c'est quoi? C'est que les sections planes, normales à la ligne moyenne,
reste plané normal à la ligne moyenne après déformation. C'est-à-dire si on prend une section perpendiculaire à la ligne moyenne, avant chargement, elle reste aussi perpendiculaire à la ligne moyenne, même après chargement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va isoler une petite section de longueur dx et on va étudier, on va déterminer certaines valeurs à partir de cette section, à savoir le moment, l'effort tranchant et la déformation. Donc la section, elle est représentée de cette façon. Elle présente une longueur dx avec un repère qui passe par l'axe neutre fibre moyen et un axe z qui va vers le haut. Maintenant, on va étudier l'équilibre de cette section, considérant un point O qui, pour moi ici, ne peut ne pas être l'origine, parce qu'il peut être que l'origine vient dans ce sens comme dans ce sens, et on va étudier l'équilibre de cette section. Par exemple, on va calculer la somme des moments par rapport à un point donné que je considère O de cette section égale à 0. Donc, comment on va faire? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a comme moment par rapport au point O, donc le moment M, plus un effort tranchant V, j'ai oublié peut-être d'expliquer. Donc la section à cette position, elle est soumise à un effort tranchant vers le haut et un moment fléchissant aussi positif vers le haut. À une distance dx, donc la section va subir un effort tranchant qui est plus important par rapport à la position initiale d'une valeur de dv et un moment fléchissant aussi qui est supplémentaire de dm développé dans la distance dx et l'effort tranchant il est dans deux sens différents, c'est ça ce qui crée le cisaillement. Donc le moment par rapport à ce point, donc c'est m plus v qui est l'effort tranchant multiplié par quoi? Par le bras de levée qui est le dx moins ou égal m moins dm. Égal à quoi? C'est la somme des moments égale à 0. Et le V plus dV, il est exercé dans ce point, donc il n'exerce aucun moment. Cela implique que le V, qui est pour nous l'effort tranchant, on peut appeler Vx, c'est-à-dire qu'il varie sur nos x, égal à quoi? À partir de cette équation, on va simplifier m avec m, donc le V égale à quoi? Égal à dm divisé par dx. C'est une formule simple, et tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise. On va voir aussi dm, c'est-à-dire c'est en fonction de x. Ici, on va voir la variation, divisé par x. Tout le monde sait que v, l'effort tranchant, c'est la dérivée du moment par rapport à x, mais peut-être que les gens ne se demandent pas d'où vient cette formule. Et bien, ça parmi les méthodes de démonstration de la formule v égale à dm divisé par dx, et automatiquement, moment, c'est l'intégrale de l'effort tranchant. Donc ça, c'est une donnée qu'on a étudiée par rapport à l'équilibre de la section isolée de longueur dx. Maintenant, on va essayer d'étudier un autre paramètre qui est la variation de la déformation sous un moment fléchissant dans une section transversale donnée. Reprenons la même section avec la petite section isolée de longueur dx qui est avant chargement à cette configuration. On va fixer une position de section ds et un autre paramètre géométrique c qui représente, ça c'était avant, c qui représente la distance entre la ligne moyenne, l'axe neutre et la position E, on veut calculer la déformation. Après chargement, la section, elle se comporte de cette façon. Elle va avoir une déformation, c'est normal, comme on a vu ici. Une courbure, c'est normal, avec une partie qui est comprimée en haut, tendue en bas, telle que la longueur dx, elle varie dans la section ds, parce que ici ds égale à dx', donc ds, qu'est-ce qu'on aura? On aura ds', mais là, on n'aura pas, on aura ici la distance dx, mais cette distance dx, elle reste quoi? Elle reste constante dans la ligne moyenne, c'est-à-dire que la longueur au niveau de la ligne moyenne,
elle reste la même qui est égale à dx. Donc toute cette distance est égale à dx pour la simple raison, les petites déformations et le principe de Bernoulli quand on vient de parler. Donc l'angle entre le début et la fin, la prolongation des deux droites par rapport aux deux sections forme un angle dθ qui est très petit. La distance entre l'intersection des deux droites et l'axe neutre, on l'appelle R. Ce R, ça représente ce qu'on appelle le rayon de courbure. Donc le Z, automatiquement, il est à 0 à l'axe neutre, il va aller vers le haut, et le C, ça reste toujours la distance entre l'axe neutre, la ligne moyenne, et la position où on veut calculer la déformation qui est devenue maintenant de longueur ds'. Qu'est-ce qu'on va faire? En utilisant le principe, en considérant les petites déformations et certaines notions de la géométrie, quand on prend la tangente de dθ par exemple, quand la section est très faible, donc tangente dθ égale à quoi? Égale à dθ. On applique comme ça et en étudiant, et on va essayer de déterminer la déformation au niveau de la section S', ou plutôt avoir une fonction qui nous donne la valeur de la déformation à n'importe quelle position de la section transversale. Donc on sait bien que le delta x, ou plutôt le dx pour nous ici, qui est toute cette longueur, égale à quoi? Égale à r fois dθ. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le dx ici, dx égale r multiplié par dθ, qu'on va prendre comme l'équation numéro 1. Et l'équation numéro 2, si on prend ds', et là, il ne faut pas oublier que le dx égale à dr divisé par dθ égale aussi à ds avant déformation. Et le ds' égale à quoi? Égale à cette distance divisé par, multiplié par dθ. Cette distance, c'est quoi? C'est r moins c. Donc ça représente la distance entre ce point et ce point-là. Donc ça sera r moins c. Donc ça sera r moins c multiplié par quoi? Multiplié par dθ. Ça, c'est l'équation numéro 2. L'équation numéro 3, c'est la définition de la déformation. La déformation, c'est quoi? C'est la différence entre la longueur finale et la longueur initiale divisée par la longueur totale. Donc, c'est ce qu'on appelle delta L divisé par L. Pour nous, maintenant, pour la section ds et ds', donc ça sera quoi? La déformation, ça sera qu'on va appeler epsilon, E égale à quoi? Égale à ds' moins ds divisé par quoi? Divisé par dx, qui est la longueur. Donc delta L divisé par L. Très bien. On remplace ds et ds' par leur valeur. Donc ds', donc ça sera r moins c multiplié par dθ. Très bien. Moins ds, ds c'est r fois dθ, qui est aussi égal à dx. Tout ça divisé par quoi? Tout ça divisé par dx. Le dx pour nous c'est quoi? C'est le r dθ. Ça c'est l'équation numéro 3. Le epsilon, la déformation plutôt, égale à quoi? On simplifie les équations.
on a ici r dθ moins r dθ égale à 0 et dθ divisé par dθ égale à 1. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura epsilon égale à moins c divisé par quoi? Divisé par r. Tel que r ici, c'est quoi? C'est le rayon de courbure. Donc ça, c'est la variation de la déformation le long d'une section transversale. Mais ici, on n'a pas la variation, mais on a la déformation dans une section ds qui a une distance c. Maintenant, si c est considéré variable selon z, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plusieurs positions. On va avoir pour chaque position de la section, la déformation. Et donc tout ça pour une section donnée, qu'est-ce qu'il reste à varier? Il reste à varier le R. Le R, il dépend de quoi? C'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Il dépend de quoi? Il dépend de l'intensité du chargement. Donc plus le chargement est important, plus le R est diminue. Plus le R est diminue, plus la déformation, elle augmente. Donc, le moment fléchissant augmente, le rayon de courbure diminue, et par conséquent, la déformation au niveau de la section augmente. Et ça, on a démontré que la variation de la déformation dans une section donnée, elle est linéaire. Ici, on veut le tracer, c'est le delta L divisé par L, donc ça représente cette variation. Le moins, c'est par rapport au repère, qu'on soit comprimé ou tendu dans la section. Donc ça sera tout sur cette première partie des fondamentaux. J'espère que c'était bénéfique. Donc abonnez-vous, profitez et partagez avec les autres. Et bon courage à tout le monde.